Hello, hello, bonsoir à tous et bienvenue à cette quatrième session de masterclass des jeunes de la CPLC. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, euh, on va parler du marketing digital avec Thierry. On doit rappeler que, s'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît. Christophe, bien vouloir couper ton micro. Habib, Arnold, coupez vos micros, s'il vous plaît. OK. Donc, je disais, Thierry va nous entretenir aujourd'hui sur le marketing digital. Il faut rappeler que Thierry actuellement est Head of Enterprise Marketing chez MTN Cameroun. Il a accumulé beaucoup de postes dans d'autres entreprises et c'est un expert justement en marketing digital. Raison pour laquelle on a décidé de l'avoir aujourd'hui avec nous pour qu'il puisse nous détailler en profondeur ce que c'est que le marketing digital et édifier les jeunes professionnels, les jeunes étudiants et même les professionnels aussi du domaine sur cette notion-là. Thierry? Allô, Thierry? Oui, Daniel, tu m'entends? Oui, je t'entends. Donc, nous sommes tout de suite. Nous sommes prêts à avoir une polémique intellectuelle avec toi aujourd'hui. Ok, super. Salomé, Thierry, avant que tu ne commences, Salomé, Christophe, s'il vous plaît, coupez vos micros. Uniquement le micro de Thierry doit être ouvert. Salomé, bien vouloir couper ton micro, s'il te plaît. Thierry, you have the floor. Ok, thank you, Daniel. Ok, merci et bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien à l'image des lions indomptables et qu'on se prépare tous à célébrer la CAN, mais surtout à supporter les lions pendant tout leur parcours durant toute cette CAN. Donc, comme Daniel l'a dit, en fait, je suis membre de l'ACPMC, c'est l'Association camerounaise des professionnels du marketing et de la communication. Et dans le cadre des activités de l'ACPMC, nous avons mis en place des masterclass qui visent en fait à échanger autour des thématiques relatives au métier du marketing, de la communication, également de la vente. Et c'est dans ce cadre que j'interviens pour échanger avec vous sur le marketing digital. Donc, là, je pense qu'en termes de présentation, bienvenue à tous. J'ai bien vu que nous avons plusieurs profils. Nous avons des personnes qui viennent du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. J'ai vu également des participants qui se sont connectés également depuis l'Europe. Donc, bienvenue à tous et merci une fois de plus de porter un intérêt particulier à ce que nous faisons au Cameroun dans le cadre des activités de la CPMC. Donc, comme Daniel vient de me présenter tout à l'heure, donc moi c'est Thierry Mindios. Je suis ingénieur de formation et après mon background d'ingénieur en télécommunication, j'ai poursuivi des études également en administration des entreprises et j'ai beaucoup travaillé dans le secteur des télécommunications où j'ai occupé des fonctions de marketing. D'abord sur la partie premium broadband, ensuite sur la partie B2B. Dans mes temps perdus également, j'anime des séminaires et je donne des formations dans des universités publiques et privées également, des business schools. Et j'enseigne particulièrement les unités d'enseignement telles que le marketing, la stratégie d'entreprise, la communication, les techniques de vente. Et je suis par ailleurs doctorat manager de l'IAE Lyon School of Management où dans les prochains mois, je dois soutenir une thèse en doctorat d'administration des affaires.
J'aime souvent dire le marketing digital n'existe pas. On va voir au travers de cette présentation pourquoi est-ce que je dis que le marketing digital n'existe pas. Et je vous propose de parcourir, de discuter autour de trois axes principaux. Le premier axe sur lequel je souhaiterais qu'on échange, c'est beaucoup plus l'approche théorique et l'approche conceptuelle du marketing digital. Et ensuite, nous allons voir la démarche marketing et dans la troisième articulation, on va s'attarder beaucoup plus à la pratique du marketing digital et aussi, nous avons pensé à une étude de cas pour voir comment est-ce que un individu ou alors une entreprise a pu appliquer les techniques de marketing digital et comment est-ce que ça a porté ses fruits. Voilà à peu près l'agenda que je vous propose pour cet après-midi. Donc, dans la première étape, comme je disais tantôt, on va voir rapidement c'est quoi le marketing digital. Bon. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord tout ce que le marketing digital n'est pas. J'ai fait un boost sur Facebook, ce n'est pas du marketing digital. J'ai fait une publication sur les réseaux sociaux, je suis présent sur TikTok, je fais des vidéos, je publie, ce n'est pas du marketing digital. Je suis sur Twitter, je publie régulièrement, je suis actif. Ce n'est pas le marketing digital. J'ai une page web, j'ai une page vitrine de l'entreprise. Je suis community manager. Ce serait bien que les personnes qui n'interviennent pas coupent le micro pour éviter les bruits. Okay. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de couper vos micros? Merci. Donc ça, ce n'est pas du marketing digital. Ce n'est pas parce que je suis community manager que je suis digital marketer. Non, ce n'est pas du marketing digital. Ce n'est pas parce que j'ai un site web, un site vitrine de mon entreprise que je suis en train de faire du marketing digital. Non, ce n'est pas ça le marketing digital. En fait, globalement, si on doit comprendre le marketing digital, ce serait bien de l'appréhender sous le prisme de deux concepts. D'abord, appréhender le concept de marketing. C'est quoi le marketing? Ensuite, appréhender également le concept de digital. C'est quoi le digital? Et donc, si le digital, généralement, lorsqu'on parle de marketing digital, donc, la signification qu'on pourrait donner à digital, ce serait beaucoup plus de voir le digital comme étant tout ce qui s'inscrit dans les technologies de l'information et de la communication. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'en fait, si on appréhende le digital sous ce prisme, il faut considérer le digital comme étant un ensemble de plusieurs éléments. D'abord, le premier élément, ce sont les supports. C'est-à-dire que ça suppose, parmi ces supports, aujourd'hui, on a des tablettes, des ordinateurs, des smartphones, tout ce qu'on a comme terminal. Ensuite, on peut regarder également le prisme des espaces. Le digital également, c'est un espace, c'est Internet, voilà, c'est le cloud. Le digital également, les éléments du digital également, ce sont des outils comme web, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de micros qui sont ouverts. S'il vous plaît, pour améliorer la fluidité de la présentation, ce serait bien que vous fermez vos micros. Donc, je disais tantôt, en termes d'éléments également du digital, il y a des outils. Il y a des outils digitaux comme les sites web, les réseaux sociaux, les blogs, de l'intranet, de LinkedIn, etc. Et ensuite, il y a tout ce qui est analytique et tout data aujourd'hui en réalité, dans lesquels on va intégrer des outils comme par exemple le Search Engine Optimization. On va intégrer des outils comme le Search Engine Marketing. Et derrière tout ça, bien sûr, on est en train d'entrer dans tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, où tout est finalement intégré, et où les frontières entre une donnée et une autre, elles sont tellement fines. C'est important également de s'assurer qu'il y a un certain nombre de sécurités en termes de protection de la vie privée des individus, en termes de protection des données. Donc, globalement, voilà un peu comment est-ce qu'on peut appréhender ce que c'est que le digital autant pour moi. S'il te plaît, Thierry, un instant. Fermez vos micros, s'il vous plaît, pour que le masterclass soit plus fluide. Sandra et Milo, fermez vos micros, s'il vous plaît. C'est bon, Thierry, tu peux y aller. OK, merci. Donc, si on a compris le digital, donc juste pour faire un petit résumé, donc on a bien compris que le digital, en réalité, c'est tout ce qui a trait
aux technologies de l'information et de la communication. OK? Et quand on parle de digital, on sous-entend les supports, on sous-entend les espaces. Il y a trop de bruit, Daniel. OK. Ensuite, si on a bien compris ça, maintenant, on va se questionner, c'est quoi le marketing? J'aime souvent dire, le marketing, c'est trois choses. Le marketing, c'est la valeur, le marketing, c'est la perception, et le marketing, c'est l'influence. Pourquoi est-ce que le marketing, c'est la valeur? En fait, certains auteurs définissent le marketing comme étant l'art de création de la valeur. Et lorsqu'on parle de création de la valeur, il faut le comprendre sous deux prismes. C'est création de la valeur d'abord pour le client. Pour le client, pourquoi? Parce qu'en réalité, il faudrait que toutes les actions marketing apportent de la valeur pour le client. Et comment est-ce que cette valeur est mesurée? Il faudrait que, en fin de journée, lorsque le client fait les calculs, il faudrait que l'ensemble des bénéfices qu'il tire du produit soit supérieur à l'ensemble des efforts qu'il fournit pour acquérir ce produit. Et lorsqu'on parle de l'ensemble des efforts, il ne faut pas uniquement voir le prix. C'est-à-dire que le prix fait partie de ces efforts, mais également tout le parcours client, l'accessibilité pour accéder à ce produit, tout ce qui est les freins liés à l'usage de ce produit ou de ce service, font également partie de tout ce qui constitue les efforts pour acquérir ce produit. Donc, et deuxièmement, la valeur pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le marketing, le rôle du marketing est de pouvoir créer de la valeur pour l'entreprise. En ce sens où les actions marketing que nous devons mettre en place doivent avoir pour objectif de pouvoir permettre à l'entreprise de pouvoir générer une profitabilité durable. Et le terme durable, il est clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je mène une action ponctuelle de promo et que l'entreprise est, par exemple, profitable sur un mois, ce n'est pas l'intérêt du marketing. L'intérêt du marketing, c'est vraiment que la profitabilité de l'entreprise s'inscrive sur une longue durée. Ensuite, sur le domaine, sur la partie perception, le marketing, c'est la perception parce qu'en réalité, vous verrez que toutes les guerres autour du marketing ne sont qu'autour de la perception. Parfois, vous voyez des campagnes, j'aime dire des campagnes où on montre un monsieur qui est tout, avec un gros ventre, des grosses joues, des fesses, etc. Et à côté, on met un autre monsieur qui a un ventre plat, qui a les plaquettes de chocolat, et on met avant, après. Vous voyez? Et c'est ça tout l'art du marketing. L'art du marketing, finalement, c'est de permettre à des gens de percevoir un certain nombre d'éléments. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le marketing, c'est la perception. C'est la perception et la réalité en marketing. Je dis souvent, si vous arrivez dans une salle et que vous restez au seuil de la porte, que vous n'entrez pas dans la salle et qu'on est en train de parler de vous à l'intérieur de cette salle, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la perception que les gens ont de vous. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça, en réalité, c'est ça que les gens vont diffuser, c'est ça que les gens vont croire. Voilà pourquoi il est important pour nous, pour chacun d'entre nous, pour toutes les entreprises, de pouvoir travailler pour améliorer, pour améliorer cette perception-là. Ensuite, le troisième élément, c'est l'influence. Finalement, on va se rendre compte que le marketing également, c'est la capacité de pouvoir influencer le consommateur. Influence, pourquoi? Il faudrait que les actions marketing qu'on pose, il faudrait qu'on pour but, en fait, devrait avoir pour but d'amener un individu à poser un acte qu'il n'aurait pas pu poser si on n'avait pas lancé un certain nombre de campagnes. Donc, en cela, le marketing peut être compris ou peut être défini un peu comme étant un art d'influence. C'est vrai qu'il y a une frontière minime et puis il y a beaucoup de débats aujourd'hui entre notamment l'influence et la manipulation, d'autant plus que de plus en plus dans le marketing, on a intégré des neurosciences qui permettent à pouvoir influencer davantage un individu. Donc, globalement, voilà comment est-ce que je pourrais définir le marketing. Maintenant, si on veut se référer aux définitions, ce qu'on lit dans les livres, vous avez plusieurs définitions du marketing. Kotler et Dubois l'ont défini tantôt comme étant un mécanisme économique et social par lequel les individus et groupes satisfont leurs besoins et désirs au moyen de la création de l'échange des autres et entités de valeur pour autrui. Donc, il y a plusieurs définitions. Et la deuxième définition, celle qui est la plus connue et celle qui est beaucoup apprise
les écoles, c'est de définir le marketing comme étant un ensemble d'actions qui ont pour objectif de prévoir, constater, stimuler, susciter et renouveler les besoins des consommateurs en telle catégorie de produits ou services et de réaliser l'adaptation continue de l'appareil productif et l'appareil commercial d'une entreprise aux besoins ainsi déterminés. Cette définition, elle est longue et elle est difficile à comprendre. Et donc, moi, j'ai proposé une définition, en fait, pas que j'ai proposé, mais je préfère souvent utiliser la définition du Mercator. Le Mercator, je pense qu'elle donne une définition qui est beaucoup plus complète dans sa version 2017 de ce qu'est le marketing. Et j'ai rédigé notamment un article que j'ai publié sur LinkedIn pour définir en fait le marketing. Moi, j'ai défini le marketing avec 4 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est adaptation. Le deuxième mot-clé, c'est client. Le troisième mot-clé, c'est valeur. Et le quatrième mot-clé, c'est concurrence. Donc, pour moi, j'ai défini le marketing comme étant la stratégie d'adaptation des organisations à des marchés concurrentiels afin d'influencer en leur faveur les publics dont elles dépendent par une offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à celle des concurrents. Vous voyez très bien qu'en réalité, dans cette définition, on retrouve les 3 premiers concepts qu'on a expliqués dès le départ, tantôt notamment, on a parlé de valeur, nous avons parlé d'influence, nous avons parlé de perception, mais beaucoup plus encore, elle se définit désormais aujourd'hui comme étant une stratégie d'adaptation. Pourquoi une stratégie d'adaptation? Parce qu'en réalité, le marketing va s'adapter. Le marketing va s'adapter par rapport à son contexte, le marketing va s'adapter par rapport au comportement des consommateurs, le marketing va s'adapter également par rapport au style de vie. Et le marketing trouve tout son intérêt dans un champ concurrentiel. Ça veut dire qu'en réalité, en l'absence de concurrence, on n'a pas besoin de faire du marketing. Mais sauf que ça pose un problème parce que souvent, quand je dis ça, les gens me disent, Thierry, est-ce que si nous sommes dans une situation de monopole, est-ce qu'une entreprise ne doit pas faire du marketing? Je dis non. Je dis non, pourquoi? Parce qu'il y a 3 niveaux de la concurrence. Le premier niveau de la concurrence, c'est des entreprises qui proposent les mêmes services que vous. Okay? Le deuxième niveau de la concurrence, ce sont les entreprises qui proposent des produits substituables à ce que vous proposez sur le marché. Et le troisième niveau de concurrence, c'est le panier du consommateur. Et quand je parle du panier du consommateur, je suis en train de dire, comme le budget du consommateur n'est pas limité et que le consommateur est confronté à un choix, à un moment donné, il se pose une question. J'ai 1000 francs, qu'est-ce que je fais avec mes 1000 francs? Est-ce que j'achète de la cigarette? Est-ce que j'achète une bouteille de bière? Ou alors, est-ce que j'achète un forfait Internet? Et dans ce cas, plus qu'en réalité, tous ces produits se trouvent dans un panier, le consommateur est donc amené à faire un choix. Donc, une fois qu'on a dit ça et qu'on a compris ce que c'est que le marketing, on peut donc revenir à la définition de ce qu'est le marketing digital. On a compris ce que c'est que le marketing, que c'est une stratégie d'adaptation. On a compris le digital, qu'en réalité, le digital, ce sont des outils, ce sont des éléments, ce sont des espaces. Et donc, on peut donc définir le marketing digital comme en réalité simplement les activités marketing déployées en utilisant des supports digitaux. Donc, en réalité, le marketing en lui-même ne change pas. Maintenant, ce sont les outils qu'on va mobiliser pour pouvoir mettre en place des actions, des campagnes marketing. C'est en cela que va faire du marketing digital. Excusez-moi pour la tautologie. Et quand vous rentrez plus bas dans la définition marketing, celle qui est donnée par le site définition marketing, vous verrez que j'ai mis en rouge, j'ai mis ça en surbrillance pour dire en réalité, le terme digital va disparaître. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on se rend compte que le marketing digital, ce n'est pas une science à part, ce n'est pas une discipline à part. Non, ça reste toujours du marketing. Et donc, c'est simplement l'utilisation de ces smartphones, de l'Internet, du cloud, qui font que, voilà, aujourd'hui, on parle de marketing digital. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie donc que je ne peux pas prétendre être un digital marketer si je ne comprends pas, si je ne connais pas le marketing. Le socle devait être la compréhension et la maîtrise des techniques marketing. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec l'évolution de l'environnement, est-ce que je sais capitaliser sur les outils digitaux pour améliorer mes campagnes marketing? Donc, globalement, voilà comment est-ce que je vais définir le marketing digital. Et pourquoi il faut faire le marketing digital aujourd'hui? Parce que c'est une tendance et le marketing s'inscrit dans tout ce qui est tendance, parce que ça permet d'améliorer la notoriété de l'entreprise, parce que ça me permet de mieux gérer la relation client,
parce que ça permet de générer du trafic, de fidéliser des clients et également de convertir des clients. Une fois qu'on a dit ça, on a fini la première partie qui était la partie conceptuelle et théorique. Maintenant, on va rentrer dans la partie démarche marketing digital. Et la première des choses qu'il faut comprendre dans la démarche du marketing digital, je voulais revenir un peu aux différentes étapes du marketing pour qu'on comprenne un peu l'évolution, c'est-à-dire qu'en fait, d'où on vient et où est-ce que nous sommes en train d'y aller. Vous verrez qu'en réalité, dans l'histoire du marketing, il y a 4 grandes phases. Il y a la première phase, généralement, on parle de marketing 1.0, donc c'est un marketing qui est orienté produit. Et ce marketing orienté produit prend toute son origine autour des années 1910, et notamment grâce à la célèbre phrase de Ford où il dit tout le monde peut avoir la même voiture du moment où toutes ces voitures sont noires. En fait, cette phrase traduit seulement l'époque de la standardisation. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, toutes les questions au sein des entreprises se préoccupaient beaucoup plus à comment je produis rapidement et comment je produis à moins de coûts. Donc, on ne s'intéressait pas au marché, on s'intéressait beaucoup plus à la production. Donc, en réalité, cette période est qualifiée de marketing 1.0. Ensuite, on va évoluer vers la partie qu'on va qualifier de marketing 2.0. C'est un marketing qui sera beaucoup plus orienté client. C'est-à-dire qu'en réalité, après les années 1929-1930, va arriver une crise de surproduction. Les entreprises ont stocké. Maintenant, on n'a plus assez de marchés pour écouler. Il faut réfléchir maintenant à trouver des marchés. On va prendre en compte maintenant les intérêts, les attentes du client pour pouvoir proposer des produits. Et ça va courir jusque dans les années 1970-1990, le marketing centré client. Ensuite, on va arriver vers tout ce qui est marketing 3.0. C'est un marketing qui sera orienté sur la valeur et notamment je pense qu'il a écrit l'ouvrage Marketing 3.0 dans les années 2010, en fait, qui dit en fait, c'est un marketing où, bien évidemment, l'humain sera au centre, où de plus en plus, on va intégrer le digital, où le CRM sera un outil qu'on va beaucoup plus utiliser. Okay? Ensuite, à partir des années 1917, Kotler pense que nous sommes en train d'aller dans une ère qu'on va qualifier de marketing 4.0. Et le marketing 4.0, c'est quoi? C'est le marketing centré humain. Humain, pourquoi? Parce que comme on le faisait avant, ce qu'on faisait, c'est qu'en réalité, les stratégies marketing étaient censées adresser un individu de façon singulière. À partir du marketing 4.0, on va adresser l'individu dans sa globalité. Et dans son ouvrage, Code le dit, désormais, au lieu d'adresser les individus, on va plutôt adresser les communautés. Donc, c'est ça qui va changer premièrement dans la partie marketing 4.0. On va adresser les communautés. L'un des canaux de communication les plus utilisés sera, par exemple, le réseau des influenceurs. Donc, en réalité, le marketing 4.0, c'est du marketing digital. Donc, c'est le marketing à l'ère du digital, comme on le dit tantôt. Voilà pourquoi aujourd'hui, en réalité, on ne devait plus faire une différence entre un digital marketeur et un marketeur. Non, tout marketeur doit avoir des compétences sur le digital. Tout marketeur doit savoir utiliser les outils digitaux. Donc, en réalité, le marketing digital, c'est quoi? C'est d'abord, maîtriser le marketing, comprendre ce que c'est que le marketing et dans une deuxième étape maintenant, apprendre à utiliser les outils digitaux. Donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend donc qu'en réalité, la démarche marketing en elle-même ne change pas. C'est-à-dire que telle qu'on l'a connue, c'est-à-dire que la démarche stratégique, la démarche opérationnelle et puis le contrôle et l'ajustement. Une fois qu'on contrôle, on ajuste, on revient vérifier dans la stratégie s'il y a des éléments qui ont été changés ou pas et on ajuste. Et donc, à quel niveau les TIC, dont le digital va venir impacter la démarche marketing? Les TIC vont venir impacter la démarche marketing au niveau du marketing mix. Donc, si vous voyez très bien au deuxième cadran, donc tout ce qui est produit, prix, place, promotion, c'est à ce niveau que les TIC ou encore le digital vont venir impacter le marketing. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une entreprise, il n'y a donc pas une stratégie marketing et une stratégie marketing digital. Non. En réalité, la stratégie de marketing digital devait être déclinée de la stratégie marketing parce qu'il n'y a pas un digital à part. Comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ce n'est pas deux entités. Ce n'est pas entité marketing traditionnelle, entité marketing digital. Non, c'est entité marketing. Et maintenant, il faut qu'on a défini le plan marketing, c'est comment est-ce qu'on décline. Et comment est-ce qu'on décline ça? Ça peut être dans les choix des canaux. Okay? Aujourd'hui, par exemple, avec les affichages, on a vu ça pendant la période de la COVID. Voilà, les gens ne sortaient pas. Et on peut se questionner où est-ce que les gens sont. On dit, oh là, ils sont sur TikTok, ils sont sur Insta, ils sont sur YouTube. Et donc,
YouTube devient un canal de communication. C'est comme ça qu'il faut comprendre en réalité le digital. Et dans la pratique du digital, qu'est-ce que ça devient finalement? Comme je disais tantôt, c'est de comprendre les outils digitaux. De le marketing digital, c'est je maîtrise d'abord le marketing. Ensuite, je me forme pour connaître, utiliser les outils digitaux. Et parmi les outils digitaux, on a les premiers outils qu'on va appeler les leviers on-site. Et dans les leviers on-site, qu'est-ce qu'on a? Ce sont les sites web, c'est le référencement naturel. Tout ce qui est content, c'est tout ce qui est newsletter. J'espère que je ne suis pas en train d'aller trop vite parce que nous avons des contraintes de temps, donc je suis obligé un peu de speeder. Je pense qu'on va laisser quelques temps pour la période questions-réponses. Ensuite, les deuxièmes outils en termes de marketing digital, ce sont des outils qu'on va qualifier de leviers off-site. Donc, les leviers off-site, c'est tous les outils qui n'appartiennent pas à l'entreprise, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'on va faire comme marketing, le moteur de recherche, l'achat d'espaces publicitaires, l'affiliation, etc. et les partenariats. Ensuite, on a également tout ce qu'on va appeler les outils d'analyse, donc pour pouvoir analyser la performance des campagnes, des campagnes marketing sur le digital. Okay? Donc, il y a tous ces outils qui existent aujourd'hui. Et donc, en termes de référencement naturel, comme j'ai dit, parce que c'est la base en réalité, comme je dis souvent, une entreprise qui dit qu'elle fait le digital et qu'elle a une adresse Yahoo, elle n'a pas de nom de domaine, elle n'a pas un site vitrine, c'est qu'elle n'a pas compris en réalité ce que c'est que le digital. Le digital, c'est comment je me sers des outils du digital, de l'Internet pour promouvoir mes produits, pour exister. Donc, ça suppose que comme dans la vraie vie, j'ai par exemple une boutique physique qui est à Lopom, qui est à Bonamoussadi. Alors, sur le digital également, je devrais avoir une présence sur Internet. Et la première des choses, c'est quoi? C'est avoir un site Internet. C'est avoir des pages web, c'est 3 pages. Une page sur qui sommes-nous, une page sur les produits qu'on propose et une page sur les contacts. Ça permet de donner déjà une première visibilité de l'entreprise. Puis donc maintenant, il y a les techniques de référencement que vous pouvez faire. OK? Il y a ça passe par plusieurs étapes, bien sûr. Vous devez alors définir le corpus sémantique. Le corpus sémantique, c'est simplement l'ensemble des mots que les internautes ont l'habitude de taper dans les moteurs de recherche pour pouvoir retrouver les produits similaires aux vôtres. Okay? Ensuite, dans la conception des sites web, il y a des balises. Donc, au niveau des balises, il faudrait mettre des termes clés qui font référence à votre produit. Okay? Et puis, il y a toute la partie optimisation éditoriale. Voilà. Il y a plusieurs techniques. J'espère qu'il y aura une autre masterclass où on pourra revenir davantage sur ce que c'est que le référencement. Ensuite, il y a également des outils, n'est-ce pas, pour pouvoir améliorer sa visibilité, les liens pour pouvoir améliorer sa visibilité sur Internet. Il y a notamment AdWords. Google AdWords, c'est très facile. Là, c'est une capture d'écran de ma page Google AdWords. C'est simple. Donc, quand vous arrivez sur la page, vous voyez comment c'est écrit. Est-ce que vous voulez générer plus de ventes? Est-ce que vous pouvez attirer plus de visiteurs? Est-ce que vous voulez augmenter la notoriété de la marque grâce aux vues sur les vidéos? C'est simplement des clics que vous faites. Donc, en suivant simplement ces clics-là, vous allez pouvoir faire améliorer votre référencement sur Google, notamment sur le moteur de recherche et principalement Google. La deuxième chose, donc comme je dis là, nous sommes en train d'entrer dans les outils. Il faut maîtriser les outils de veille. Les outils de veille, pourquoi? Imaginez que vous êtes je ne sais pas quoi, community manager d'une entreprise et qu'une entreprise, il y a par exemple un bad buzz sur votre entreprise et que c'est votre directeur général qui vous informe de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce ne serait pas bien. Donc voilà pourquoi en tant que marketeur, aujourd'hui, tout marketeur devait veiller. Aujourd'hui, c'est les outils de veille. Là, par exemple, moi, j'aime bien utiliser Mention, vous voyez bien, moi, sur cet outil-ci, comme vous voyez, je suis MTN Cameroun et je suis Orange. Ça veut dire qu'en fait, toutes les publications sur Internet, sur MTN Cameroun, je suis notifié. Toutes les publications sur Orange Cameroun, je suis notifié. Et toutes les publications sur Internet où mon nom est tagué, je suis également notifié. Donc, ça me permet vraiment de faire la veille et de contrôler tout ce qui est dit. Notamment, on parle d'écoute des réseaux sociaux. Donc, j'écoute Internet. OK? Et l'avantage justement de Mention par rapport à d'autres outils de veille, c'est que Mention sait également faire de la programmation. Ça veut dire qu'en fait, si je suis, je ne sais pas quoi, si je travaille si je suis responsable, par exemple, des publications, avec Mention, je peux planifier mes posts et définir les dates. Et lorsque je fais Start, alors je peux être à la plage et puis les posts vont automatiquement. OK? Et les autres outils que je voulais vous montrer, on a par exemple Wallaxy. Donc, Wallaxy, c'est un outil de prospection en ligne. Vous voyez, tout change. Ça veut dire qu'en fait, dans la façon dont le commercial travaillait hier, ça change. Parce que hier, qu'est-ce que le commercial faisait pour faire la prospection? C'est qu'il se lève le matin, il se lève, il pense au petit déjeuner, il démarre sa voiture et il commence à faire le tour de la ville. Pour regarder, souvent, je me souviens, certains commerciaux, c'est qu'ils regardent les plaques.
et dire, ah, telle entreprise, je ne l'ai pas encore dans mon portefeuille. Aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire votre prospection sans vous déplacer. Vous gagnez en temps, vous gagnez en énergie. L'entreprise gagne également en temps. OK, grâce à ces outils. Là, j'ai présenté 2 outils. Il y a Waalaxy, il y a également Prospecting que vous pouvez utiliser pour faire de la prospection. OK? Voilà, et ensuite, il y a les réseaux sociaux. Okay? Aujourd'hui, on sait qu'il faut être présent sur LinkedIn, il faut être présent sur Twitter. En réalité, la question de la présence, de notre présence en tant que marketeur, en tant que communicateur sur les réseaux sociaux n'est plus questionnable. Mais maintenant, on doit plutôt se questionner sur la pertinence et ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on y va avec quel objectif et comment est-ce qu'on y va. OK? Et il y a également Sales Navigator, dont j'ai parlé tantôt, toujours pour la prospection, mais qui est un peu beaucoup plus coûteux. Donc, si vous démarrez dans la prospection en ligne, je vous conseille de commencer avec Prospecting parce que lui, il est gratuit. À partir de Waalaxy, ça commence à être payant et Sales Navigator, c'est encore un peu plus cher. Ensuite, vous avez d'autres plateformes comme HubSpot, par exemple. Ouais, vous avez la possibilité de tout faire. Sur HubSpot, vous pouvez faire vos campagnes marketing, vous pouvez faire même, vous avez tout un CRM pour gérer toute la relation avec vos clients et vous avez également des outils d'automatisation des campagnes. OK? Je vous conseille de visiter ces outils. Ensuite, vous avez des outils, des illustrations pour pouvoir créer des visuels. Hier, OK, ça coûtait cher de rencontrer un graphiste, de monter un visuel, de faire des vidéos. Aujourd'hui, il y a tous ces outils à notre portée. OK? Voilà, par exemple, l'outil que moi j'utilise constamment, c'est Canva. La plupart des visuels que je conçois, je fais sur Canva. Vous avez des outils, par exemple, vous pouvez avoir une image et vous voulez uniquement sélectionner la photo et non le background. Vous avez des outils qui vous permettent également de supprimer tout le background pour pouvoir développer des très bons visuels. Donc, j'ai écrit un article il y a quelques mois sur LinkedIn. Dans l'article, c'est le marketeur est le vrai vendeur et non le sales. Et c'est un carrousel. Et je pense qu'à l'avant-dernière part de ce carrousel, vous verrez un ensemble d'outils que j'ai proposé, notamment un ensemble d'outils digitaux que j'ai proposé pour pouvoir vous aider dans vos campagnes marketing. Donc, si on a encore un peu de temps, je voulais juste aller rapidement pour vous montrer un cas pratique de comment l'utilisation du digital, notamment des réseaux sociaux, ont aidé à un individu à pouvoir atteindre ses objectifs. Et l'exemple que j'aime souvent prendre, le cas pratique que j'aime souvent prendre, c'est Barack Obama. Aujourd'hui, Barack Obama, en termes de notoriété sur Internet, il fait partie des personnes les plus suivies dans le monde. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez bien, on pense que les réseaux sociaux, notamment le digital, a été un moteur dans l'élection, dans la réélection de Barack Obama en 2012. Pourquoi? Parce que simplement, Barack Obama a beaucoup travaillé sur sa réputation, notamment sa réputation sur Internet. Donc là, on parle de e-réputation. Et comment est-ce qu'il a travaillé? Il a mis en place, en réalité, une stratégie orientée sur 3 axes. Le premier axe de sa stratégie, c'était d'avoir un dispositif bien rodé. Le deuxième axe stratégique, c'était d'avoir un contenu à valeur ajoutée parce qu'en réalité, quand on va dans le digital, ce qui est pertinent aujourd'hui, c'est quels sont les contenus, quelle sont la qualité des contenus. Est-ce que les contenus que vous proposez sont pertinents par rapport à votre cible? Et également aussi l'engagement des clients, c'est-à-dire l'implication de toutes les personnes qui vous suivent. Ça également, c'est important. Et Barack Obama et son équipe, ils ont très bien compris ça. Donc, quelle était sa stratégie? Sa stratégie numéro 1 de Barack Obama, c'était d'avoir un dispositif bien rodé. Et lorsqu'on parle de dispositif bien rodé, c'est qu'en réalité, il avait des comptes. Barack Obama avait des comptes et il avait des comptes associés. Et il avait des comptes dans chacun des États des États-Unis qui interagissaient avec la communauté de cet État-là et qui répondaient aux problèmes de cet État, donc des problèmes contextuels. Donc, et en plus, au-delà de ça, quand vous regardez le budget que Barack Obama a mis en termes de digital, parce que des actions, il faut bien sûr un budget pour pouvoir supporter ces actions. En termes de budget, son budget était 10 fois supérieur à celui de Romney, qui était son rival. Barack Obama a recruté près de 750 personnes uniquement sur sa campagne sur le digital. Donc, on voit très bien qu'il avait un dispositif, très bien rodé. Okay? Maintenant, en ce qui concerne également sa stratégie de contenu, les contenus étaient impeccables. C'est-à-dire que le choix des images, le choix des photos, vous voyez cette photo qui est un peu plus à droite, elle a été partagée près de 720 000 fois.
C'est-à-dire, les images, les instants, les moments de vie qu'on capturait n'étaient pas pris au hasard. Mais tout, en réalité, était fait pour que Obama apparaisse comme une personne normale, c'est-à-dire qu'il y a une femme, qui a un enfant, comme un père de famille. Pourquoi? Pour créer une relation de confiance et pour connecter avec son audience. Ça, c'était sa deuxième stratégie sur les contenus. Et la troisième stratégie, maintenant, c'est l'implication des socionautes. L'implication des socionautes, pourquoi? Regardez très bien cette image. Quand vous regardez cette image, à première vue, si vous passez rapidement, vous allez vous dire, non, c'est une photo comme tous les autres. Mais non, vous voyez, Barack Obama est en train de saluer deux personnes. Avec la main droite, il salue une personne de race noire. Avec la main gauche, il salue une personne de race blanche. Tout est calculé à l'avance. Un bain de foule. Finalement, c'est quelqu'un qui peut connecter à la fois avec la race noire et avec la race blanche. Il avait le soutien des électeurs. Donc tout ça, il se faisait à travers les réseaux sociaux. Ça se partageait, ça se likait et ça se diffusait. OK, donc finalement, on se rend compte que la présence sur les réseaux sociaux de Barack Obama l'ont permis de pouvoir remporter les élections. Et ce qu'on a constaté après, c'est que la réputation qu'il a obtenue après ces élections, on continue après. Après, pourquoi? Parce que Barack Obama, grâce à la réputation qu'il avait eue, grâce au travail qu'il avait réalisé sur les réseaux sociaux, il a pu être un acteur influent dans la réélection de Joe Biden à la campagne de 2020. Et lorsque Barack Obama a annoncé qu'il écrivait son fameux livre, son dernier livre sur la terre promise, le livre, en fait, en termes de commandes, il avait plus de commandes que les productions qui devaient censées être réalisées. Donc, pour dire quoi? Pour simplement dire qu'aujourd'hui, en réalité, on devrait faire du digital. On devrait le faire d'abord pour nous-mêmes, travailler sur notre personal branding, mais le faire également dans les entreprises pour lesquelles on travaille. Et sur ce, je pense que je vais m'arrêter ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup, Thierry. Merci. C'est nous qui te remercions pour le temps que tu as consacré pour nous faire cette belle présentation. J'ai beaucoup appris. Je crois que je dois me former dans le marketing digital. Donc là, on va passer au moment des questions-réponses. Avant de donner